Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 30, on parle du métier de policier, mais tout d'abord, d'écriture. Bienvenue à Studio Libre. Avez-vous la passion de l'écriture ou encore de la poésie? Certains vont en faire un métier, comme étant auteur ou, comme dans mon cas, journaliste pendant quelque temps. C'est une passion qui peut se transformer en métier, mais si on ne veut pas nécessairement en faire un métier, eh bien, on peut s'inscrire à un concours et potentiellement gagner des prix. C'est exactement ce que nous offre le Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau. Et on va en parler avec sa directrice générale, Émilie Laverdière. Bonjour, Émilie. Bonjour, Sylvain. Et c'est un concours d'écriture que vous faites depuis, je pense, 2017. Oui, c'est ça. Ça fait plusieurs années. On l'avait commencé à l'époque. On organisait un événement qui se nommait le Festin de livres. Mm-hmm. Et puis, c'était un événement d'une fin de semaine qui avait différentes composantes et dans lequel on avait décidé de lancer un concours d'écriture visant le jeune et le grand public. Mm-hmm. Et on souhaitait aussi intéresser la participation scolaire aussi dans le cadre du concours. Oui, ben oui. Donc, il y avait plusieurs objectifs avec ça. Et ultimement, en faire un beau rassemblement lors de la remise des prix pour les lauréats. Alors, l'événement, le Festin de livres, pour plusieurs raisons, on a cessé de le faire. Mais on a choisi de garder cette composante-là, le concours d'écriture, dans le but, entre autres, de développer le public du centre. Et ça fait aussi une belle occasion, encore une fois, de nous faire connaître et d'accueillir des nouvelles personnes là, à notre centre d'exposition à Montebello. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Et cette année, vous avez un volet, et comme je disais, poésie, parce que il y a un autre volet poésie, on va y revenir un peu plus tard, mais là, c'est un volet texte narratif. Oui. Et cette année, le thème est de 1001 façons. Où est-ce que vous êtes allé chercher ce thème-là? Bien, on aime toujours au centre travailler avec des gens de notre communauté qui s'impliquent bénévolement. Et il y a des personnes qui nous ont suivis depuis le début, en tout cas, de cette aventure du concours d'écriture et qui se sont réunis pour faire un remue-ménage ou un brainstorming, si on peut le dire, avec notre coordonnatrice de projet. Et c'est notre coordonnatrice, Mélissa Régnier, qui a sorti cette idée-là de 1001 façons. L'idée du thème, c'est surtout pour partir le bal, si on veut, tu sais, pour lancer finalement une idée et laisser, dans le fond, l'imaginaire là, des gens qui voudront bien se prêter à l'exercice de nous écrire et de nous dévoiler, dans le fond, ce que ça leur inspire. Ben, c'est sûr que de 1001 façons, on peut le faire de 1001 façons, bien évidemment. Oui. Et côté texte narratif, bien sûr, on l'a dit, ça intéresse les jeunes et les adultes, donc il y a quand même des tranches d'âge, évidemment. Il y a des longueurs de texte qu'on demande maximales parce que, évidemment, à 11 ans, et parce que c'est pour même les 11 ans et moins, donc c'est peut-être un petit peu plus difficile de partir sur une virée lyrique. C'est pour... Dans le fond, ça, on y avait pensé dès la première édition, dans le fond, d'adapter le nombre de mots à la catégorie d'âge pour des fois, c'est un défi de se rendre là. Mm-hmm. Et pour d'autres aussi, c'est une façon aussi de... Et c'est un défi parfois même d'écrire moins de mots, d'être plus concis. Exactement. Parce que je sais bien, dans 800 mots... Oui, c'est ça. Donc, 800 mots, c'est le maximum pour la catégorie 18-35 ans et les 36 ans et plus. Et puis ensuite, pour les plus jeunes, pour les enfants de 11 ans et moins, on parle de 200 mots. Et puis ensuite, pour les adolescents, 12-17 ans, 350 à 500 mots. Et c'est une façon d'être plus concis. C'est aussi, on se le cachera pas, pour les membres du jury, c'est quand même beaucoup de travail. J'imagine pour les lire, ces textes-là. Et les analyser aussi pour en tirer l'essence. Les analyser, les lire, apprécier le style littéraire de chaque participant. Et après ça, d'en discuter en groupe. Normalement, on forme un jury de 3 personnes. De différents milieux qui touchent bien sûr l'écriture ou de l'enseignement.
Et ensuite, de nous remettre. Tout se fait d'une façon anonyme. C'est important de le mentionner. Donc, les membres du jury ne connaissent pas l'identité des écrivains en herbe ou professionnels. Il y a des professionnels qui participent aussi. C'est ouvert à tout le monde. Et puis, exactement. Et je dirais, majoritairement, c'est des gens de l'Outaouais qui participent parce que, les prix aussi, on invite les gens à se présenter en personne lors de la remise des prix. Et ensuite, le prix des gagnants, c'est notre librairie là, qu'on aime beaucoup, la librairie Rosemary, qui est partenaire. Qui est ici à Buckingham, pas tellement loin. Ça fait des années que la librairie Rosemary sont partenaires depuis le début et on trouve que c'est une belle façon d'encourager notre librairie locale aussi. Alors, les gens reçoivent des prix, dans le fond, une carte cadeau pour la librairie et aussi une diffusion de leurs textes là, sur nos réseaux sociaux et nos sites web au Centre d'action culturelle. Et les lauréats aussi, il y a une lecture publique là, qui se fait pendant la remise des prix. Alors, c'est vraiment c'est une activité qui est très agréable. Je pense que c'est important de stimuler l'écriture à tous les points de vue, à tous les âges. Ça se passe. Les gens le font. On ne se le cachera pas, tous les textes sont écrits à l'ordinateur, évidemment. Oui, évidemment. Mais je me rappelle une année, on avait eu des textes écrits à la main par des enfants et puis c'était tout numérisé. Ça aussi, c'est un autre défi. Alors, mais c'était quand même intéressant là, de voir les textes écrits à la main du milieu préscolaire. Et puis, c'est ça. On aime beaucoup cette activité-là qu'on propose année après année. Et puis, on verra pour la suite. Là, peut-être qu'on rattachera le concours peut-être plus avec nos expositions, avec nos thèmes. En tout cas, le but, dans le fond, c'est que les gens stimuler l'imaginaire, stimuler la créativité et puis de la valoriser. Pour tous les âges. Petite question comme ça, est-ce que les prix sont par tranche d'âge? Oui. Donc, oui, exactement, parce que comme il y a des catégories par tranche d'âge, donc il y a des lauréats par tranche d'âge aussi. Donc, alors on compare, dans le fond, les textes parmi les groupes d'âge, là, c'est pour être plus juste aussi. Oui. Et puis, ça, c'est le volet, dans le fond, pour les textes narratifs. Ce qu'on a commencé, c'est depuis l'année dernière, dans le fond, c'est la catégorie vidéo poème. Oui, j'ai vu ça passer. C'est vraiment chouette. C'est vraiment beau. L'année passée, en tout cas, ça a donné vraiment des résultats incroyables. Et puis, donc là, on invite les gens à utiliser, principalement, je pense que les gens le font avec soit leur tablette ou leur téléphone cellulaire. Oui, c'est pratique. Film. Tout le monde est habitué maintenant à se filmer. Ou presque. On a un studio de télévision dans notre main, dans notre poche. Oui, quasiment. Puis, en tout cas, il y en a beaucoup qui s'en servent à toutes les sauces. Et puis là, c'est une façon d'utiliser cette nouvelle technologie-là, encore une fois, d'une façon créative et poétique. Et il y en a qui se prêtent vraiment à l'exercice, au jeu d'y aller très loin dans leur créativité. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. Alors, ce volet-là, par contre, on souhaitait ne pas imposer de thème pour le garder le plus ouvert possible. Et voilà, donc ça donne aussi des résultats super intéressants. Et on a bien hâte de voir ce qui va, cette année, ce qui va nous être soumis. Oui. Exactement. Et pour la petite histoire, la date limite, c'est le 8 avril à 23h59. Oui, exactement. Donc, on invite aux gens de nous le transmettre, c'est ça, de bien suivre. Toutes les informations, dans le fond, se retrouvent sur notre site Internet, le culturepapineau.org. Et aussi, il y a de l'information qui a été transmise sur notre page Facebook. C'est toujours un plaisir de voir que vous faites des activités. Et encore là, on va s'en reparler parce qu'il y en a d'autres activités qui s'en viennent. Toujours. Notamment une activité au mois de mars. Là, Oui, donc oui, ça s'en vient bientôt. Déjà, les gens, inscrivez le 8 mars à votre agenda. On propose quelque chose d'extraordinaire encore cette année. On va s'en reparler d'ici le mois de mars. Merci beaucoup, Emilie Laverdière. Merci beaucoup, Sylvain, pour ton invitation. Quand j'ai vu un communiqué passer récemment qui disait que ma prochaine invitée changeait de poste, qu'elle changeait d'affectation, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que je me suis dit non, c'est inacceptable qu'elle vienne pas au moins me parler une dernière fois. Mais je pense qu'on va l'entendre beaucoup plus. Et vous le savez, vous la connaissez. Si vous avez regardé les nouvelles moindrement, l'agente André East en faisait partie depuis
combien de temps à peu près? 10 ans. Donc, ça fait 10 10 ans. ans que j'étais porte-parole pour le service de police. Ouais. Et là, j'ai vu, et d'ailleurs, on en avait parlé avec Simon Fournier, le directeur, que le recrutement était vraiment quelque chose de... et surtout particulier à la région ici. Bon, avec tous les autres services là, au niveau fédéral, retenir des policiers, il n'en sort pas beaucoup, de Nicolet. Les attirer et les retenir, c'est quelque chose. Donc, tu es devenu chargé de projet pour le recrutement, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc, on m'a confié un mandat pour pallier à la problématique de recrutement au service de police de la ville de Gatineau. On fait face à la même problématique que l'ensemble des services de police au Québec. Effectivement, l'École nationale de police du Québec, c'est la seule institution qui a juridiction pour former des policiers pour qu'ils puissent travailler au Québec. Et ils ont une capacité maximale par année, comme n'importe quelle institution. Donc, tous les corps de police, on essaie de trouver des candidats là-dedans. C'est pratiquement de se les arracher, là. Bien, c'est de démontrer c'est quoi les avantages de venir travailler chez nous. Et donc, oui, les attirer, mais de les garder surtout. On veut qu'ils restent avec nous. Ben oui, parce que, bon, on en voit, il y a des policiers qui vont prendre de l'expérience dans certains corps de police pour aller, exemple donné, Montréal, Québec, dans des plus grandes villes. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a d'attirant au niveau de la ville de Gatineau qui est différent des autres villes? Bien, ce qu'on sait en premier, c'est que lorsque les gens viennent de la région, ils ont envie de rester dans leur région. Évidemment. Souvent, quand nos policiers quittent, c'est parce qu'ils veulent retourner dans leur famille. Puis ça, bien, on peut pas leur en vouloir. On veut tous être proches de notre famille. Donc, nous, c'est d'intéresser les gens de Gatineau à devenir policiers à Gatineau. Mais ce qu'on a vraiment de spécial comparativement aux autres organisations policières, c'est qu'on a une organisation qui est très jeune. On a un chef de police qui est très, très jeune, qui est très dynamique. On a un corps de police qui a pas froid aux yeux. Donc, on est très, très dans le dynamisme, dans tout ce qui est nouveau, ce qui est original. Innovation. On est cité en exemple un peu partout en province pour différents programmes qu'on a fait. Et ces idées-là, ça vient pas juste de la direction. Ça vient des agents qui sont sur la route. Donc, peu importe quelqu'un a une idée, on est prêt à la porter, cette idée-là. Donc, c'est ça qu'on offre, en fait. Et une belle place aussi à l'innovation, souvent, et les agents qui se sentent écoutés dans leur doléance, au moment donné, « Hey, j'ai eu un flash, j'ai eu une idée, ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant de mettre en place. » Bien, je pense justement, et je l'ai vu avec Simon Fournier en entrevue, eh bien, on sent le dynamisme, un dynamisme renouvelé du service de police. Absolument. Puis, un service de police qui fait la force, c'est chacun des individus qui est différent, qui apporte sa propre couleur à l'organisation. Et on essaie de tirer parti de chacun et chacune des individus, des policiers, policières, employés civils aussi qui travaillent avec nous. Et comme je le dis souvent, tout est dans tout. C'est un peu pour ça que tu viens me parler aujourd'hui, André, parce que c'est le retour. Et en parlant d'innovation, puis en parlant de recrutement, ben si on croise les fils, à un moment donné, il faut les intéresser jeunes. Et quoi de mieux que d'intéresser les jeunes du secondaire avec l'Académie policière. Et l'année passée, c'était votre première année, vous l'avez essayé. Parle-moi du succès de cette opération-là. Comment les jeunes ont, embarqué dans l'idée? Est-ce que vous avez eu un surplus vraiment plus? Est-ce que vous avez été victime de votre popularité? Bien, définitivement. C'était une première au Québec, l'Académie policière, au sens où il y a des services de police au Québec qui offrent ce qu'on appelle des camps de jour, mais vraiment aux enfants plus jeunes. Nous, on voulait faire du recrutement plus à long terme, mais on voulait aller viser nos élèves secondaires qui allaient faire leur choix d'études dans les prochaines années. Donc, l'année passée, c'était secondaire 3, 4 et 5. Cette année, on est à secondaire 4 et 5. Ça a été un franc succès. On a seulement la capacité d'accueillir 10 candidates. Quand même. Et on en avait reçu des candidatures plus de 150. Donc, ça a été très difficile de choisir. Il y avait beaucoup de jeunes qui avaient des très belles lettres de motivation. C'était presque déchirant. On aurait voulu l'offrir à tout le monde, mais malheureusement, pour que ce soit aussi immersif puis attrayant que ce qu'on souhaite proposer, il faut limiter le nombre de candidatures. C'est pratiquement j'allais dire du one-on-one, mais pas loin. Là. C'est 10 étudiants. Vous avez combien de policiers affectés à ce camp-là?
En fait, on a 2 agents qui vont suivre les académiciens tout au long de la semaine. C'est comme leur point de référence. Et tout au long de la semaine, ils vont rencontrer des spécialistes de différents domaines. On parle entre autres de notre maître chien. On parle de policiers au niveau d'identité judiciaire. On a nos policiers du groupe d'intervention, donc ce qu'on appelle communément le SWAT. On a des policiers des patrouilleurs qui vont venir faire ce qu'on appelle des interceptions à haut risque. Donc, c'est vraiment immersif. On va leur montrer différentes facettes du service de police, mais tout ça, ça a un fil conducteur. Ils ont une enquête à mener au courant de la semaine. OK, et donc ils vont se servir de plusieurs, un peu comme les enquêteurs font. C'est pas... Puis c'est certain, avec les séries qu'on voit, notamment américaines, ben, les fameux CSI qui règlent tout en claquant des doigts en 1 heure, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Non, effectivement, dans la vie, ça peut être beaucoup plus long. Dans notre académie, ça prend minimalement 1 semaine pour se rendre au bout de l'enquête parce qu'évidemment, on veut que nos jeunes aient l'aboutissement de leur travail. Mais définitivement, il y a tout un fil conducteur. Donc, on crée de faux appels policiers auxquels ils doivent répondre à titre d'aspirants policiers. Et donc, nos policiers professionnels sont là pour les guider, leur montrer les différentes techniques, répondre à leurs questions. Donc, c'est vraiment intéressant pour eux. Et j'imagine, qu'est-ce qui a été le plus populaire? Parce que souvent, les jeunes vont vouloir voir la grosse action. Quand on vieillit un peu, on comprend que le système de police, c'est pas juste le SWAT, on débarque et on défonce tout. Qu'est-ce qui a été le plus... Ben, c'est que, bon, le SWAT, c'est impressionnant à voir. Moi, je les ai vus en vraie opération en tant que journaliste il y a quelques années. Et je passais dans la rue, justement, il y avait une intervention en cours. Et même moi, j'ai été impressionné de voir... C'est pratiquement l'armée, là. Ils rentrent cordés, puis il y a une technique à ça. Mais qu'est-ce que les jeunes ont préféré voir dans tous les services qu'ils ont vus? On a fait des sondages. Ils ont aimé l'ensemble de l'expérience. Donc, l'ensemble de tout. Ils ont trouvé qu'il y avait effectivement un beau fil conducteur. Mais c'est sûr que tout ce qui est dans l'action, tu sais, nos interceptions à haut risque, notre poursuite avec notre unité canine, quand ils ont pu travailler avec le groupe d'intervention, c'est sûr que ça les attire davantage. Par contre, les jeunes, même à cet âge-là, puis je suis enseignante au cégep, donc je le sais aussi avec mes étudiants, ils savent que c'est pas vraiment ça la réalité policière. C'est une facette qui les attire. Assurément, si on n'est pas prêt à ça, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas la personnalité pour être policier. Mais ils savent que ultimement, au quotidien, c'est de l'appui aux citoyens, de l'assistance, puis de protéger le territoire. Qu'est-ce qu'on leur proposait l'année passée comme enquête, sans dévoiler trop de punch, mais l'idée générale... Et j'imagine qu'elle doit être différente un peu parce que vous allez renouveler un peu l'enquête cette année. Donc, l'année passée, c'est quoi qu'est-ce qui était arrivé, le cas en particulier? C'est sûr qu'on ne pourra pas dévoiler l'ensemble de l'enquête parce qu'il y a certains éléments qui vont probablement revenir. Okay. Mais ultimement, on devait identifier des véhicules suspects, des personnes suspectes. On devait procéder à l'arrestation d'une personne suspecte qui était considérée comme étant armée et dangereuse. Donc, on avait tout un protocole à suivre. On avait une scène de crime à traiter. On avait des témoins, des victimes à rencontrer. Donc, des acteurs très, très réalistes pour nos jeunes qui ont été surpris même de voir toutes les émotions qui venaient avec ça. Ils ne s'attendaient pas à quelque chose d'aussi réaliste. Donc, ils ont le droit à des simulations de poursuite à pied, d'interception à haut risque avec des conducteurs qui étaient coopératifs ou pas coopératifs du tout. Donc, ça leur a appris à avoir confiance en eux puis à diriger une opération. Et au niveau, on parle de poursuite et compagnie, donc c'est dans un environnement, bien sûr, très, très contrôlé. Est-ce que vous avez fait ça vraiment, là, aller dans la voiture, sortir l'interception, qu'est-ce qu'on fait? Tout, exactement comme on procède dans la vie courante d'un policier? Absolument. C'est sûr que nos jeunes secondaires, ils n'ont pas leur permis de conduire, donc ils ne conduisent pas. Puis ils n'ont pas de permis de conduire de véhicules d'urgence. Mais on avait effectivement des vraies autopatrouilles, donc on était en mesure de les positionner de la même façon ils auraient été positionnés si on avait fait l'interception sur la route. Et donc oui, les jeunes avaient accès aux véhicules de patrouille, se positionnaient. Donc, oui, c'était très, très réaliste. Les jeunes ont vraiment beaucoup apprécié l'expérience. Oui. Et là, cette année, les jeunes ont dû parler de cette expérience-là. Le mot s'est passé, on en parle aujourd'hui. Est-ce que vous avez toujours 10 jeunes maximum ou vous pouvez
pensez à expansionner avec le temps parce que c'est tellement populaire et surtout que les besoins sont très criants. Là. On parlait d'une quelques centaines de policiers qu'on voulait recruter dans les prochaines années. Est-ce qu'on va pouvoir expansionner ce programme-là? Probablement qu'éventuellement, oui. Cette année, on s'est quand même encore limité à 10 participants parce qu'on ajoute une journée. L'année passée, on avait 4 journées parce que le lundi, c'était férié. C'était la Saint-Jean-Baptiste. Là, la Saint-Jean-Baptiste tombe au milieu de la semaine. On ne voulait pas couper le flot de la semaine. Et tous les jeunes nous ont mentionné dans le sondage qu'ils auraient vraiment aimé que ça dure un 5 jours complet, une semaine complète. Donc, on y va avec ça. On a fait notre projet pilote. Là, on veut vraiment rendre notre expérience encore plus immersive. On veut améliorer la qualité du produit avant de prendre de l'expansion. Mais on le sait que les demandes sont grandes. Encore, déjà, on reçoit beaucoup d'applications et on sait que le choix sera encore difficile. Donc, oui, c'est à prévoir si on poursuit l'académie qu'il pourrait y avoir plus de participants chaque année. Parce que j'y pense. Je pense juste à la semaine de relâche. Ça pourrait être une très, très belle occasion de le faire aussi. Là, on le fait à la fin juin, là, du 23 au 27 juin. Il y aurait d'autres possibilités de le faire dans l'année aussi. Puis, pourquoi pas le faire à différents moments? Parce que je vois, c'est quand même, moi, personnellement, j'aurais aimé ça. J'aurais pas passé les tests physiques, là, parce que, je suis un petit peu... j'ai jamais été vraiment sportif ou très, très avec un bon cardio, mais au niveau de l'enquête, j'aurais adoré ça. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui pourraient être intéressés. Parce que ce qu'on voit du service policier, c'est les patrouilleurs, généralement. Mais le dessous, là, il y a beaucoup, beaucoup de centaines de postes même disponibles, même à la Ville-de-Gatineau, là. Oui, absolument. C'est sûr qu'on pourrait le faire plusieurs fois par année. Par contre, c'est des événements, des semaines qui demandent énormément de planification, énormément de ressources. Donc, c'est un peu comme des journées spéciales comme les journées portes ouvertes qu'on organise. Il y a beaucoup de planification, il y a beaucoup de frais derrière ça. C'est sûr, le mois de mars, ça pourrait être une bonne semaine aussi. Par contre, à l'extérieur, la température est beaucoup moins belle qu'au mois de juin. Puis, on cible toujours la semaine de la Saint-Jean-Baptiste parce que l'école se termine. On veut, c'est des jeunes qui vont être cette année en secondaire 4, secondaire 5 l'an prochain, risquent de travailler durant l'été. On ne veut pas leur priver non plus de cette opportunité-là de peut-être se faire quelques sous pendant l'été. Donc, à la première semaine, ça leur permet de venir passer la semaine avec nous et avoir du plaisir. Mais on sait que l'année passée, il y en a beaucoup, ça leur a permis de confirmer leur choix. Ils s'en vont en technique policière. Bon, donc, tu vas avoir des étudiants potentiels. Oui. C'est drôle de voir ça. Comment, justement, au niveau collégial, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il y a une certaine filtration. C'est pas tous les jeunes qui rentrent en technique policière qui vont finir littéralement leur cours à Nicolet. Il y a quand même, c'est 4 ans d'études au total? On parle de 3 ans au niveau du collège, donc 3 ans de cégep en technique policière. Ensuite, on doit faire notre entrée à l'École nationale de police pour une durée de 15 semaines. C'est sûr que quand on parle du programme de technique policière, c'est un programme qui est très contingenté. Donc, beaucoup de personnes qui appliquent, très peu de personnes qui sont admises. Donc, ce qui est important, ce qu'on apprend aux jeunes, entre autres, pendant la semaine de l'Académie policière, c'est que s'ils visent cette carrière-là, bien, il faut avoir de bonnes notes. Parce que, oui, il y a le test physique, mais après ça, ce qui compte, c'est les résultats scolaires. Donc, déjà là, c'est notre billet d'entrée pour le cégep. Et ensuite, pour l'École nationale de police du Québec, oui, il y a les notes, mais il faut avoir une promesse d'embauche. Et à Gatineau, on la donne dès la 3e année de technique policière. Donc, si les jeunes sont intéressés, ben c'est clair et net que... Oui, je pense que pas mal tout le monde au Québec, des services de police qui se respectent, doivent aussi les donner absolument les promesses d'embauche parce qu'il y a des postes à combler. Puis on sait, avec les départs à la retraite, on s'entend qu'il en manque. On parle de combien de policiers là, par année, mettons, le bon chiffre qu'on aimerait avoir de plus de policiers là, présentement, en 2025? En 2025, c'est dur de chiffrer. Par contre, si on parle de notre plan d'effectifs à plus long terme, c'est une 60aine de postes qui restent à combler. L'an dernier, en 2024, on a engagé 36 policiers, ce qui est supérieur à ce qu'on a fait les années précédentes. Donc, c'est excellent. Mais comme vous le dites, avec les retraites, les départs, parce que de plus en plus, malheureusement, on voit des policiers qui vont se réorienter, qui vont changer de carrière. Donc, ça ne suffit pas nécessairement à pallier au manque. Donc, oui, il y a encore des manques au niveau de la gendarmerie. Et pour avoir fait quelques postes dans le service de police de la Ville-de-Gatineau, qu'est-ce qui personnellement te motive à être policière?
puis à recruter d'autres mondes, à dire venez ici, c'est le fun à Gatineau. Qu'est-ce qui fait que, justement, ça t'a intéressé au départ, puis que ça te permet ensuite de continuer ta mission de policière? Je pense que la grande force du SPVG, c'est qu'on est un gros corps de police, mais pas trop gros. 4e plus grosse ville au Québec. Niveau 3, donc beaucoup de services, comme vous le dites, beaucoup d'opportunités de carrière. Et c'est juste assez petit pour dire que c'est vraiment une belle grande famille. Tout le monde se connaît, c'est chaleureux. Il y a un très bel esprit d'équipe entre la direction, les gens qui sont sur le terrain également. Si on a des idées, on a toujours des gens qui sont là pour les porter. Donc, on a l'occasion de se développer, de s'épanouir en tant que policier. Puis la population de Gatineau, c'est une tellement belle population. C'est un réel plaisir de travailler pour les citoyens et citoyennes de Gatineau. La population a ses défis comme partout, mais je pense que le service est là aussi et s'adapte. Et je pense que c'est Charles Darwin qui disait ceux qui vont survivre, c'est ceux qui s'adaptent. Et je pense que vous êtes adaptés pas mal. Et ça c'est venu comme pratiquement naturellement. Est-ce que, justement, vous avez constaté une adaptation, une progression dans ça? Parce que, bon, on s'entend, ça fait plus de 10 ans que tu es policière. Donc, comment on voyait au début des années 2000-2010 aller jusqu'à aujourd'hui, j'imagine que la vision est totalement différente. La vision de la police, effectivement, est différente. En 2000, on a adopté l'approche de police communautaire. Donc, c'était une politique ministérielle. Donc, on s'est tous dirigés vers là. Et donc, oui, c'était vraiment une police qui est au centre de sa communauté. Les gens ont commencé à adorer, à aimer ce virage-là aussi, d'avoir des policiers, des policières plus accessibles. Puis, ce que ça nous a permis de faire, effectivement, c'est de mieux nous adapter parce qu'on connaît mieux notre communauté. En plus, de plus en plus, les services de police ont ouvert leurs portes à des spécialistes civils, donc des criminologues, des analystes, des géomaticiens. Ça nous permet d'avoir des données extraordinaires sur notre communauté, puis de faire une meilleure police. Une police qui est plus efficace, puis ça, c'est tout au service, tout à l'honneur des citoyens. Comme on dit, le crime n'arrête pas, le crime ne prend pas de vacances. Puis vous autres non plus, vous n'en prenez pas de vacances. En fait, individuellement, oui, mais le service au complet. Merci beaucoup à Jean-André East. Et puis, c'est toujours un plaisir. Puis, la porte est toujours grande ouverte de nos studios pour venir parler des projets, justement comme celui-là, qui va intéresser les jeunes. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 30 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui. Tout d'abord, l'agente André East, chargée de projet au recrutement pour le SPVG, et aussi la directrice générale du Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau, Émilie Laverdière. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook auquel vous pouvez vous abonner. Et moi, il me reste qu'à vous dire bonne journée et on se retrouve pour une prochaine à Studio Libre.